Boker Tov. Hier soir, j'étais en train de chercher une tchouva dans un shoot, Maharam Chic. Il s'appelle Chic parce que c'est les initiales de son prénom, pas pour autre chose. Et donc je suis arrivé sur un inyan de aucun rapport avec ce que je veux parler, mais je suis arrivé sur un inyan de Brachot, une tchouva qui a été écrite à 300 ans. Et à la fin de la tchouva, le Rav il dit à son élève à qui il a répondu, il lui dit au sujet de ce que tu m'as posé sur la question que tu m'as posée sur la parashat à Shavua, parashat est mort, et il lui donne une explication. Donc j'ai dit c'était un petit clin d'œil puisque justement cette semaine on lit parashat est mort, 300 ans après elle a été ouverte, juste parashat est mort, c'était bien tombé. La parasha, on va parler de quelque chose qui est incompréhensible, on va parler des défauts des Kohanim. Les Kohanim, pour travailler au Beth Amikdash, il y a un examen d'entrée. L'examen d'entrée, il est très bizarre. On va l'ausculter et on va regarder est-ce que ses doigts de pied ils sont à la place, à leur place, est-ce qu'il louche, est-ce qu'il a toutes ses dents, etc., etc. C'est-à-dire que pour travailler au Beth Amikdash, les caractéristiques, c'est est-ce que tu as un beau gosse ou pas. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement important que de vérifier l'aspect extérieur du Kohen pour qu'il puisse travailler au Beth Amikdash. Le Rambam fait le compte des défauts d'un Kohen, des défauts qui sont pris en considération. Il en compte 140. 140 défauts. 140 défauts Minatora, Miderabanan, on en a rajouté encore 2. C'est-à-dire c'était pas suffisant, les gars. On rajoute encore un problème, on en a rajouté encore 2. Les défauts qui rendent pas sous les Kohanim, à la différence des défauts qui rendent pas sous un korban, un animal, c'est des défauts extérieurs. La plupart des défauts qu'on ramène au sujet des korbanot, c'est des défauts intérieurs. C'est des problèmes qu'il a dans son cœur, dans son foie, etc. Ça, c'est un défaut pour un korban. Pour les Kohanim, c'est pas les défauts extérieurs. C'est pas les défauts intérieurs, pardon, c'est les défauts extérieurs. Donc, bien, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est si important d'ausculter un Kohen avant de l'accepter au Beth Amikdash. La Gemara pose une question au sujet des Kohanim. Est-ce que les Kohanim sont au service du peuple ou est-ce que les Kohanim sont au service d'Hachem? La Gemara dit que ça change. Qu'est-ce que ça change? La Gemara dit écoute, s'il n'y a jamais une histoire entre le Kohen et le Israël, et le Israël il a fait un éder, il a dit moi de ma vie je ne profiterai plus de ce Kohen, de ma vie. Il arrive au Beth Amikdash avec son korban, avec son sacrifice. Qui est-ce qui prend le sacrifice en main? Le Kohen avec qui il s'est disputé. C'est Moutar ou c'est Assour? La Gemara dit ça dépend. S'il est à mon service, moi j'ai dit que j'allais plus profiter de lui, je n'ai pas le droit de profiter de lui. Mais s'il n'est pas à mon service, moi je fais le korban au Beth Amikdash et lui il est au service de Dieu. S'il est au service de Dieu, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui en profite, c'est Hachem qui en profite. Et c'est la conclusion de la Gemara. Il est au service de Dieu. Il y a une ville en Pologne qui s'appelle Radom. Il y avait une histoire dans cette ville qu'on peut rencontrer dans toutes les communautés juives du monde. C'est quoi l'histoire? Avant les fêtes, ils ont décidé d'amener un chazan spécial pour Rosh Hashanah et Kippour. Mais il y avait 2 propositions. Il y avait un chazan, Tamid Chacham, Yerei Shamayim, Tzadik, apprécié par tout le monde. Parfait. Seul problème, et il chantait plutôt la voix cassée. C'était pas extraordinaire. Au niveau chanson, c'était pas extraordinaire. Mais c'était un tzadik. D'un autre côté, ils ont amené quelqu'un, c'était un chanteur d'opéra. Mais où est-ce qu'il passait ses soirées, c'était pas clair. Qui ont choisi? Le tzadik à la voix cassée ou l'autre à la voix parfaite? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont partis voir la belle voix. Ok, la belle voix. Ils sont partis voir. Alors, la vérité, c'est qu'il y a 2 histoires comme ça et à chaque fois, le psaque a été différent. Mais ils sont partis voir un rabbin qui s'appelle Rabbi Natan Tzvi Mishidlovtsa. Qu'est-ce que tu penses? Il leur a dit écoutez, le chazan, c'est quoi son tafkid? C'est quoi son travail? Est-ce que c'est simplement de rendre la tfila agréable aux oreilles du public? Ou est-ce que c'est faire une connexion avec Hachem? S'il était au service du public, alors évidemment, il faut que ça soit un kiff pour tout le monde. Mais c'est pas seulement ça son travail, c'est de nous mettre en connexion avec Hachem. Mais si lui-même il est déconnecté, il n'y a plus de connexion, ça sert à rien. Donc leur a dit Rabbi Natan Tzvi, prenez le tzaddik qui a une sale voix. Il n'avait pas une sale voix, il avait une voix moyenne. Si Behemet, les Kohanim sont au service de Dieu, et que le but recherché, à travers le travail des Kohanim,
c'est de nous mettre en connexion avec Hachem. Tu regardes son doigt de pied ou tu regardes sa connexion avec Hachem. Pourquoi est-ce qu'un Kohen qui louche, tu dis ah non, c'est louche, je ne l'accepte pas. Pourquoi? Ma Kesher, c'est pas ça l'important. Le plus important, c'est comment est-ce qu'il est connecté avec Hachem, comment est-ce qu'il va lui me connecter avec Hachem. Pourquoi est-ce qu'un Kohen qui a un défaut, c'est pas soul? Ah, il s'est pas passé, Morgan. J'ai entendu que tu as fait Kriyat Torah ce matin. J'ai entendu. S'il y a les deux, tant mieux. Mais s'il y a l'un des deux. S'il a une belle voix, au fait qu'il soit connecté, c'est peut-être ça qui va. La belle voix, donc c'est-à-dire l'aspect physique de la tefila, c'est ça qui va me connecter à Hachem. Peut-être que ça va plus attirer les trucs que des personnes qui disent ah ouais, lui chante ça bien, bah alors on se casse, c'est pas ça. Alors je vais te dire je vais te partager une discussion qu'on avait entre Avrech et Kolel Polovitch. À Polovitch, quand on fait la tefila de Rosh Hashanah et Kippour, il y a 2000 personnes, ok? C'est-à-dire que quand tu entends le premier Amen Yeshme Rabba, tu meurs. Pas shoot, c'est comme ça, tu trembles. C'est-à-dire que le Chazan, il termine, il y a une seconde d'arrêt, et d'un coup, il y a un rugissement, tu sais pas, c'est-à-dire c'est incroyable. Les premières années après le mariage, tous ceux qui ont vécu ça, on a tous envie de continuer à vivre ça. La tefila de Rosh Hashanah le matin, elle commence à 7h, elle termine à 3h de l'après-midi, Be'atzlacha. Mais on a tous encore envie de vivre ce moment, jusqu'à un certain âge. Il y a le côté Sfarad qui se réveille. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Cette fila qui nous fait vibrer, c'est extérieur. C'est-à-dire, dans ce sentiment extérieur, tu peux vivre aussi quelque chose d'intérieur. Mais en vérité, c'est l'ambiance. C'est pas la tefila c'est intérieur. Alors c'est important de se mettre dans une ambiance, mais c'est pas le plus important. J'ai un ami chassid, j'ai trop de shvachim à dire sur lui, mais une des choses qu'il m'a dit, c'est lié à aujourd'hui, au sujet de l'Akba Omer. Son Admo, c'est l'Admo Miboyan. C'est la Adlaka, c'est à l'Akba Omer, c'est lui qui fait la Adlaka Merkazit. C'est lui qui allume le premier feu. Et il allait tous les ans, c'est d'ailleurs lui qui m'a connecté à l'Akba Omer. Tous les ans, il allait là-bas à Méron. Et une année, il est revenu, il m'a dit, tu sais, en fin de compte, il y va toujours, hein, mais en fin de compte, je me pose une question. Parce que la majeure partie des gens qui vont à l'Akba Omer, ils comprennent même pas le sens de ce que c'est. Maintenant, c'est vrai, il y a une ambiance magnifique, je vous conseille d'y aller. C'est incroyable ce qui se passe. Mais c'est vide. C'est vide à un certain niveau pour une personne comme cette Ravouta qui était, bon, à un niveau très élevé. C'est vide, c'est-à-dire dans le sens où la simcha, elle n'est pas profonde. Il y a une ambiance. Allez, la musique, tu vas là-bas, 24 heures d'affilée, il y a un orchestre qui chante et il y a des gens qui dansent. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Mais Alma Simcha, pas tout le monde est au courant. Est-ce que vivre la Simcha de Rabbi Shimon avec cette ambiance extérieure, c'est ce que j'aurais dû vivre alors que Rabbi Shimon, c'est justement la primiout? C'est bien qu'Anekula. Tu me dis la tefila, il faut le chazan, il faut. Voilà. Mais c'est pas le but, c'est qu'un moyen. Si j'ai le moyen et j'arrive pas au but, ça sert à rien. Si j'ai créé une ambiance, d'accord? Tu sais quoi, j'ai pas trouvé un chazan, je vais mettre des baffes, Rosh Hashanah, allez hop, on va mettre Pavarotti, on va s'éclater. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on va pas être connecté. C'est bien qu'Anekula. Et bien, la Gemara nous dit Rachamana libabae. Ce que Hachem recherche, c'est le cœur. C'est pas l'acte, c'est l'intention qu'il y a derrière l'acte. Ramchal, il ramène une preuve très simple à ça. Il est marqué que Jonathan Ben Uziel, quand il étudiait la Torah, il faisait des poulets grillés. Dès qu'il y avait un oiseau qui passait au-dessus de sa tête, il cramait. Demande au Ramchal, moi aussi j'étudie la Torah. Toi aussi t'étudies la Torah. Combien de poulets grillés t'as fait dans ta vie en étudiant la Torah? 0. Maëvdel, moi et lui on fait la même chose. Répond le Ramchal. Rachamana libabaye. C'est pas la même chose. 3000 ans d'histoire juive, on a tous porté des tefilines. C'est pas les mêmes tefilines chez chacun, chaque jour, c'est différent. Donc tout dépend de la kavana. Et si tout dépend de la kavana, encore une fois. Et alors si le Kohen il louche? Et alors? Le hikar, c'est d'être connecté. C'est pas le hikar de vérifier ses doigts de pied ou est-ce qu'il a un bras cassé. C'est de vérifier s'il est connecté ou pas. Il y a une histoire avec le Oev Israël Me'apta. Oev Israël, c'est un grand rav chassidique. Il a été invité un Shabbat dans une communauté. Et Stam, je vous conseille de lire son livre. Il est un peu dur, mais c'est incroyable. Il a été invité dans une communauté. Chez les Chassidim, quand le Hadmour il arrive, alors tout le monde vient lui... La tête shalom, c'est-à-dire on vient lui le saluer. Il y a des gens qui viennent le saluer. Et le président de la communauté, comme chez vous, il avait beaucoup de qualités.
Sauf que lui, il avait une qualité en plus que celle de votre président, c'est qu'il était conscient de ses qualités. Il était au courant de toutes ses qualités. Tov, il arrive chez l'Oav Israël, il dit ah, vous passez Shabbat avec nous, bien sûr. On est à la maison. Le Rav, il dit je vais réfléchir. Bon, il n'était pas marocain, il ne s'est pas vexé tout de suite. Il a encaissé le coup. Il y a quelqu'un qui arrive, qui n'est pas du tout dans le coup, mais c'est-à-dire pas du tout, il n'est pas religieux. Et il voit plein de chassidim comme ça qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Oav Israël qui est là. L'Oav Israël, c'est qui? C'est quoi? Rentre. Il rentre, il voit le Rav comme ça, il kiffe. Il va voir le Rav, ici, il dit bonjour à toi Rav, tu viens passer Shabbat à la maison? Le Rav il dit oui. Alors là, le président il est pas bien du tout. Il fait une syncope. Chez lui, il va, chez moi, il va pas. Il dit je comprends pas. Il dit comment tu vas chez lui? Il n'y a même pas de mezouza chez lui. Il dit la mezouza, c'est pas mon problème, c'est le propriétaire de la maison. Il mange pas cachère. Je vais pas manger chez lui de toute façon. Il n'y a même pas de farim, tu vas rien faire vendredi soir. Il dit, ce farim, j'ai amené avec moi. Il dit, bon, vas-y. Ma Corée, c'est-à-dire, ma pitom, tu vas chez lui et pas chez moi, c'est pas logique. Il a dit, à marqué dans la Torah, ve'alarta bidrachav. Tu dois te conduire comme Hachem. C'est-à-dire quoi, tu dois te conduire comme Hachem? Toutes tes midotes, elles doivent être exactement comme celles d'Hachem. Alors, je fais exactement comme Hachem. C'est-à-dire, il dit, regarde, il y a marqué que Hachem, il est avec les Bnei Israël, betortum otam. Au plus bas de leur impureté, Hachem se trouve avec nous. D'ailleurs, dans le Baal Hatanya, c'est marqué. Quelqu'un qui veut faire une Avera, et il a encore l'espoir de ne pas faire cette Avera, il doit s'imaginer qu'il est en train d'attraper Hachem, et il dit, tu vois là-bas le biouf, tu vois les égouts là-bas, viens on plonge dedans. Et il plonge Hachem avec lui. Ça veut dire que Hachem, il va avec toi dans toute ton impureté. Le président, il dit, alors j'ai pas compris. Il dit, non, je vais t'expliquer. 2 secondes, ça me la note. Donc Hachem, il est avec nous tout le temps, partout, n'importe qui a fait d'Averot, Hachem, il est avec nous. Il y a une exception. Il y a marqué au sujet de celui qui est fier, En ani vehu yecholim ladur bekfifa achat. Moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble. Donc ça veut dire que Hachem, il est présent avec n'importe quel juif, sauf avec celui qui se prend pour Monsieur 2. Donc c'est pour ça que je préfère aller chez lui plutôt que d'aller chez toi. Parce que chez lui, Hachem, il est avec lui. Betor tout motam, ok, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher. Mais il a pas... Il est fier de rien. Bébé, il n'a pas de quoi être fier. Mais toi qui te prends pour un grand beau gosse, ah bah alors Hachem, il n'est pas avec toi. Eh ben donc je ne vais pas chez toi. Il y a une histoire avec Rabbi Yoshua ben Levi et Eliyahu Hanavi. Nous, quand on veut sortir le soir, on cherche un copain, viens, on va marcher un petit peu. Lui, Rabbi Yoshua ben Levi, c'était Eliyahu Hanavi. Hop, allez hop, il y a plein d'histoires comme ça, ils se promenaient ensemble. Un jour, ils passent à côté d'une carcasse animale. Et c'est l'horreur. Rabbi Yoshua ben Levi, il se bouche le nez, il va en arrière, et Eliyahu Hanavi, il continue tranquille. Bon, Rabbi Yoshua ben Levi se dit peut-être que les malachim, ils n'ont pas l'odorat. Pas de problème, peut-être qu'ils ne sentent pas. Un autre jour, ils marchent ensemble, et là, ils passent à côté d'une fraîcheur, le gars coiffé, parfumé, beau gosse, et là, c'est Eliyahu Hanavi qui fait un pas en arrière. Rabbi Yoshua ben Levi dit quoi? Dolce Gabbana, ça te plaît pas? Makara. Peut-être que Dolce Gabbana, c'est embêtant, mais Makara. Il lui dit, mais t'as pas senti l'odeur? Je dis, justement, j'ai kiffé. Il dit, non, mais il est tellement fier que c'est insupportable. C'est ça qui sent mauvais. C'est-à-dire que ça, c'est un trait de caractère qui dégoûte Eliyahu Hanavi. Donc, je reviens à ma question initiale. On va voir le Kohen. On lui dit pas, vas-y, montre-nous si t'es fier ou si t'es pas fier. On va pas rechercher ces traits de caractère. Vas-y, déshabille-toi, on va regarder tes pieds, tes mains et tes yeux, etc. C'est ça la caractéristique pour travailler au Beth Amikdash. Est-ce que t'es bien fait ou est-ce que t'es pas bien fait? Est-ce que tes membres sont complets ou pas? C'est n'importe quoi. Il y a une liste et ça ne s'arrête pas. Il y a une liste qui ne s'arrête pas. Quoi? C'est ça la question. Baruch Hashem, tu as bien compris. On va en parler. La Gemara nous raconte une histoire. Rabbi Yoshua ben Hanania. Il était à l'époque du 2e Beth Amikdash. La Gemara nous dit que c'est lui qui allait chez les Romains pour essayer d'atténuer les décrets qu'ils faisaient contre le peuple juif. Il était tout le temps à Rome. La fille du Caesar, César, rencontre une fois Rabbi Yoshua ben Hanania. Elle lui dit, j'ai une question. Vas-y. Comment c'est possible, un gars aussi intelligent que toi et aussi moche que toi? Comment c'est possible? Le Sfat Emet là-bas, il dit, apparemment, il n'était pas moche. Il était très moche. La Gemara nous raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, alors, le vin,
Tu le gardes où? Dans des bouteilles en or ou dans des bouteilles en terre? Elle réfléchit, très très intelligente, Kanéré. Elle va voir le sommelier de son père et dit allez hop, on fait tout passer dans des bouteilles en or. Le roi veut boire, première bouteille, vinaigre, deuxième bouteille. Ouais. C'est quoi cette catastrophe? On vérifie, tout est passé dans des bouteilles en or. Bon, il appelle le sommelier, Makara. C'est pas moi, c'est ta fille. Il appelle sa fille, Makara. C'est pas moi, c'est le Rav. Il appelle le Rav. Il dit non, elle a rien pigé. Je lui ai pas dit qu'il fallait tout transvaser dans des bouteilles en or. Je lui ai dit au contraire, tu vois bien que la chorma, elle se protège par la mocheté. Tu vois bien que la qualité du vin, elle se protège par quelque chose d'inapproprié. La Gemara dit quoi? J'ai pas compris. On peut pas être beau et intelligent? Pas possible? La Gemara répond, si cette personne qui est belle, elle était moins belle, elle aurait été plus intelligente. Et donc la question, Makara. On en a déjà parlé une fois, je vais parler rapidement, mais la réponse est très simple. Avant de donner la réponse, Rabbi Yochanan, la Gemara nous dit qu'il était tellement beau, il allait à l'entrée du mikvé, et quand les femmes sortaient du mikvé, les femmes le regardaient, et après, elles avaient des enfants qui étaient beaux. Yosef Hatzadik a marqué qu'il était très beau. Il a marqué que les femmes, elles se mettaient debout sur des murs pour voir Yosef Hatzadik. Donc on a des Gdolim qui sont très beaux. La Gemara dans Ta'anit nous raconte une histoire qui est liée un petit peu au Corona. Il y avait une époque où il y avait une épidémie. Évidemment, au niveau Kalkali, tout le monde a pris une claque aussi. Il fallait prier pour ça. Donc on a décrété un jeûne. Un jour de jeûne. Mais le jour de jeûne, c'est pour l'argent ou pour la vie? La bourse ou la vie? La Gemara a dit, bon, en fin de compte, ils ont décidé de décréter pour la bourse. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas Shmuel Bar Nachman qui leur a dit, attends, si vous priez pour la parnassa, Hachem n'a pas donné la parnassa aux morts. Donc priez pour la parnassa, il va vous donner la vie avec. Top. La Gemara demande, et quoi, c'est compliqué de prier pour deux choses? Priez pour deux choses. Et c'est investi, priez pour deux choses. On le fait tous les jours, on prie pour 18 choses. La Gemara a dit non, on peut prier que pour une chose. Pourquoi? Parce que quand on a besoin d'une Yeshua, il faut s'investir à 100%. Et que si tu as investi à 80%, en vérité, tu es à 0%. Imaginez quelqu'un qui a besoin d'un médecin, il a besoin d'un dentiste, et il cherche aussi un gynéco pour sa femme. Il arrive, il dit, moi je suis dentiste et gynéco. Barre-toi. Il est ni dentiste ni gynéco. C'est pas possible. Si tu as besoin de quelque chose de pointe, ne va pas chercher que tu dis, moi je suis excellent dans ça, et excellent dans ça, et excellent. Ouais, c'est bon. Il y a un problème quelque part. Quelqu'un qui est très beau et qui est conscient de sa beauté, forcément, on va le prendre au niveau le plus simple, au niveau technique. Donc tous les jours, ça te prend 4 minutes de plus pour t'habiller. Évidemment, tu vas faire attention à ce que tu représentes. Ces 4 minutes, celui qui est moche, il est, de toute façon, personne ne le regarde, il est avec ses bouquins. Donc il sera plus intelligent que toi. Donc être investi à 2 niveaux, c'est une erreur. Et donc je vous pose une question. J'ai un choix. Pardon? Pourquoi? Ça peut être le contraire. Ça peut être le contraire. Mais en général. Maintenant, j'ai un choix. J'ai deux personnes qui se présentent pour être Cohen. Il y a Brad Pitt et comment il s'appelle, là, le petit bossu, j'ai oublié comment il s'appelle dans le... Quasimodo. Et je sais que la Gahava, c'est la catastrophe. Qui choisit? Je sais aussi que celui qui est moche, il a plus de chances d'être intelligent que celui qui est beau. Qui choisit? Ah non, tu choisis le beau. Impossible à comprendre cette histoire. Le Khatam Sofer, il a une question. Khatam Sofer, il pose une question sur l'histoire de Yaakov qui fait la bracha à Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché, donc il a fait passer Ephraim en premier. Et il nous dit Becha Yevarech Israël. Tous les vendredis soirs, on fait la bracha à nos enfants. Isimcha Elohim qu'Ephraim et Ménaché. Becha Yevarech Israël. Il dit c'est pas Becha. Becha c'est singulier. Ça devrait être Bachem. Répond le Khatam Sofer, Becha c'est Yosef Hatzadik. C'est pas les enfants, c'est que on va souhaiter à nos enfants d'être comme Yosef. Ma pshat. Il dit comme ça. Ménaché, c'était le politicien. C'était le polytechnicien plutôt. C'est lui qui gérait l'Égypte avec son père. Ephraim, c'était le Havrer qui allait étudier chez Yaakov. 2 qualités, les deux, ils ont réussi dans ce qu'ils ont fait. Ces 2 qualités, ils les ont héritées de Yosef. Au Yosef, roi d'Égypte. Mais Yosef, qui était encore dans la Sugia, comme on connaît l'histoire, il lui a envoyé Egla Roufa. Lui dit Yaakov, quand je veux donner une bracha à mes enfants, je vais leur donner une bracha complète.
qui soit aussi fort en Torah que toi, qui soit aussi riche que toi. Les deux, Becha et Varech Israël. Que la bracha soit comme chez toi, Yosef, il y a les deux. C'est pas soit un frère pauvre ou soit un riche pas un frère, soit les deux. Ah, c'est magnifique, hein, ça nous arrange ça. Mais il lui a dit, Yaakov, attention, Ephraim, il passe avant Ménaché. La bracha, d'abord, c'est Ephraim. Après, c'est Ménaché. D'abord, que tu sois un grand Bétorah. Après, que tu sois aussi riche. Nous dit le Khatam Sofer quelque chose d'incroyable. Dans la Gemara, c'est marqué pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. On ne savait pas. On savait pas jusqu'à que Hachem, il a dit Shelo birchu batorah trila. Le Pshat Pashut dans la Gemara, c'est que quand ils étudiaient, ils ne faisaient pas la bracha de Birkat HaTorah avant. Dieu Khatam Sofer, non, c'est pas ça. Quand deux personnes se rencontraient, d'abord, ce qui les préoccupait, les affaires, ça va. Et après, tu as le temps d'étudier un petit peu. Shelo birchu batorah trila. C'était pas le centre, c'était pas la chose la plus importante. Il y avait d'autres choses plus importantes et après il y avait la Torah. Le Gil Khatam Sofer, c'est ce qui est marqué dans la halakha. Dans la halakha, c'est marqué qu'une ville dont les synagogues ont des toits plus bas que les maisons, elle va être détruite. Mapshat. Le Gil Khatam Sofer, non, ça veut dire que si les maisons elles sont plus importantes à vos yeux que le Beth Midrash, que le Beth Knesset, donc ça veut dire que le matériel il passe avant le spirituel. Donc c'est la catastrophe, ça sert à rien, ça va être détruit. Je connais quelqu'un comme je sais dans quelle ville. Quelqu'un vraiment qui a beaucoup avancé, qui étudie, qui aime la Torah. Et on est devenu assez proches. Et donc je me permettais de lui rentrer dedans comme il faut. Où étudient tes enfants? La meilleure école d'Israël, mais la meilleure école d'Israël, la plus laïque aussi. Vraiment, je ne vais pas citer, je veux pas qu'on puisse comprendre de qui je parle. Et dis-moi, toi, tu as un discours torani. Ah, t'en fais pas, j'ai payé quelqu'un, tous les jours, il y a quelqu'un qui vient 3 heures et qui leur enseigne la Torah. Pourquoi tu fais pas le contraire? Et dis-moi, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? La malo. Dans quel endroit ton enfant, il va pas apprendre des matières, mais il va apprendre à se conduire? Dans quel endroit ton enfant il va être imprégné? Où est-ce qu'on va l'éduquer? Dans une école où les matières c'est le plus important et la conduite c'est pas important? Dans une école où les traits de caractère ne sont pas dictés par la Torah et c'est comme ça qu'il va être formaté? Ou dans une école où il va apprendre la Torah, il va être dans une ambiance de Torah? Ah, il sait pas parler chinois? Il n'y a pas de problème. Amène-lui quelqu'un pour la matière. La matière, il y a quelqu'un qui peut remplacer. L'ambiance, personne ne peut remplacer. Qu'est-ce que tu mets en avant? Moi, mon exemple, il faut que mon fils, il faut qu'il fasse des études. Je lui dis, attends, ton petit-fils et ton arrière-petit-fils n'ont pas besoin de travailler, Bichlam. Ils sont mes soularim. Ils sont mes soularim. C'est même pas l'argent qui te fait peur. C'est le kavod. Tu veux que ton fils, il ait un diplôme de malade. La brioute. Mais tu peux l'amener au même endroit, d'une autre manière. Tu peux compléter toutes les lacunes que tu vas avoir dans telle ou telle école où la Torah elle est au centre, mais le chol c'est moins important. Tu peux les compléter ces lacunes. Et en plus, quand on vient en Israël, c'est pas comme en France, les études c'est Kodesh Kodashim. Le gars il a rien fait jusqu'à 30 ans, un jour il décide de faire des études, il peut rentrer dans le système. Le méchané, s'il est bon, il est bon. Et s'il est pas bon, ça sert à rien, il peut avoir le diplôme qu'il veut, ça servira à rien. C'est pas un papier, c'est bon, le mec il se prend pour un beau gosse. En Israël, c'est combien tu vaux, qu'est-ce que tu vaux. Il peut réussir. Qu'est-ce qui est plus important? La Gdusha ou le matériel? Qu'est-ce que tu mets en avant? Les études Chol ou les études Kodesh? Becha et Varech Israël. C'est quoi Becha et Varech Israël? Ephraim ou Ménaché? D'abord Ephraim, d'abord la Torah, et après Ménaché. Si c'est comme ça, je continue avec ma question. Monsieur Cohen, alors, vas-y, fais voir. Qu'est-ce que tu connais en Torah? Non? Fais voir tes doigts de pied. C'est complètement fou. Le Chafetz Chaim, il a un machal pour renforcer encore la question. Le Chafetz Chaim, il raconte qu'il y avait une ville, Leipzig. C'était une ville de Misrar. Une ville de Misrar. Il y avait des congrès, on va appeler ça des congrès. Il y avait un juif qui avait un hôtel là-bas. Dans cet hôtel, il y avait plusieurs étages. Alors quand il y avait les congrès, donc il y avait plein de clients qui arrivaient, chaque client il est accompagné de ceux qui travaillent avec lui. Son comptable, son commercial, le boy qui met les trucs dans le salon, etc. Alors tout en haut, le 3e étage, c'est les suites pour les patrons. Le 2e étage, c'est pour le commercial, etc. Et l'étage du bas, à côté du réfectoire, c'était le chauffeur, Top.
Tous les ans, comme ça, donc quand il y avait le congrès, l'hôtel il est archi plein, ça ne s'arrête pas de travailler, mais au Hachem, c'est la parnassa de l'année. Le directeur de l'hôtel, il va voir le patron de l'hôtel, il dit écoute, un jour avant le congrès, il dit je pars. Ou tu me doubles, ou je pars. Patron de l'hôtel, Ashkenaz, ni chaud ni froid, dégage. Dégage, on va s'arranger. Il part, il cherche, il y a un petit jeune qui arrive, il dit écoute, je connais rien en hôtellerie, par contre, j'ai le feu aux fesses. Je vais pas m'arrêter de travailler. Allez, viens, on commence. Et il le voit, le gars, il bosse, il s'arrête pas. On sait même pas quand il dort. Les patrons, ils sont super contents, ils ont fait l'affaire de leur vie. À moitié prix, et ils travaillent mieux que l'autre. 2 jours après, les gars des suites, ils descendent, ils rendent les clés. On part. Comment ça, vous partez? Écoute, les chambres, elles sont sales. On n'a pas le petit-déj dans la chambre. C'est la catastrophe. Je dis, c'est pour ça qu'on paye. Les draps, c'est les mêmes draps depuis qu'on est arrivé. Ça nous dégoûte. Le patron, il comprend pas. Il appelle le petit jeune, il dit, qu'est-ce que tu fais? Et j'ai commencé à qu'est-ce que je fais? Tu vois bien que j'arrête pas. Et c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas, c'est pas possible, les draps ils sont sales. Et il dit, mais patron, franchement, j'arrête pas de travailler. Je dis, vas-y, décris-moi, raconte-moi ce que tu fais. Et du coup, le matin, je me lève à 4h du matin. Première chose, je prépare le petit-déj pour le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, je prépare le petit-déj. Ah non, mais c'est pas fini. Je leur ramène chacun à côté de leur matelas. Le patron, il commence à bouillonner. Et après, je change les draps de tout le rez-de-chaussée. Je dis, mais t'es malade. Et l'étage d'au-dessus, si j'ai le temps, je passe au 2e étage. Et le 3e étage, je suis pas encore monté. Je dis, Rafet Sraïm, après 120 ans, un chef va me dire, qu'est-ce que t'as foutu dans ce monde? Je me suis pas arrêté. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai travaillé, je fais de l'argent. Et plus que ça, ouais, des fois je partais en vacances. Et 3e étage, t'es parti faire un peu de Torah, t'as fait un peu de mitzvot? Non, je suis pas encore monté. À quoi ça sert alors? Donc le but, il est rouchani ou il est matériel? Un Kohen, c'est rouchani ou c'est matériel? Non, le Kohen, il faut que ce soit un beau gosse. Il y a un juif, un rave, un admour, qui s'appelle Ayehoudi Akadosh Mipshisra. Rien que le nom, déjà, il nous fait trembler. Ayehoudi Akadosh. Combien vous en connaissez qui ont ce surnom? Ayehoudi Akadosh Mipshisra. Il est décédé à l'âge de 48 ans. Il était, mais préna physique, son corps, c'était un baraqué, très costaud. À l'âge de 30 ans, il avait plus de dents. Mais qu'est-ce qui se passe? Makara, il a dit, j'ai tellement peur d'Hachem que mes dents, elles claquent, et j'ai perdu toutes mes dents. Imaginez le Yehoudi Akadosh Mipshisra, il vient en Beth Amikdash. On lui dit, vas-y, fais-nous ton CV. Yehoudi Akadosh, waouh. Quoi, tu postules pour Kohen ou pour Kohen Gadol? Kohen Idiot. Ok, viens, on vérifie, tout est parfait. Bon, allez, fais-nous une photo pour le sourire. Non, recalé. Parce qu'il te manque des dents. Et la réponse, elle va faire mal. Le chinour. Le chinour, il explique pourquoi est-ce que des Kohanim qui sont des Kohanim qui ont un défaut physique ne sont pas acceptés au Beth Amikdash. Le chinour nous donne ce que on appelle ça, les publicitaires ont compris. L'homme est mouche-pas de la chitzoniout. On est impacté de ce qu'on voit. Il y a un impact de ce qu'on voit, c'est comme ça. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est impacté de ce qu'on voit. Et c'est pour ça que quand on va te vendre une voiture, on va pas te raconter le moteur, le machin. D'abord, il va y avoir Miss Monde à côté. Et ensuite, on va te parler de la couleur du volant. C'est pas important. Si, c'est important. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est comment ça a l'air. La forme, elle est plus importante que le fond. Quand un juif il vient au Beth Amikdash, il doit être impacté. Il doit recevoir de la Yirat Shamayim. Si le Kohen Gadol, le Tzadik, le Talmid Chacham, le Yerei Shamayim, il est boiteux, qu'est-ce qu'il va se rappeler? T'as vu comment il marche? C'est ça qui va le marquer. Et c'est pas simplement le juif simple qui va s'attacher à ces choses-là. Le Midrash nous dit que l'or n'aurait pas dû exister dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il existe pour le Beth Amikdash? On en a déjà parlé une fois. C'est-à-dire quoi pour le Beth Amikdash? Chacun qui faisait un don d'argent au Beth Amikdash, on prenait cet argent, on faisait des bijoux en or, des raisins en or, qui étaient sur les portes du Echal, et après qu'on avait besoin d'argent, on sortait ça. Il y avait des ménorotes en or, les murs étaient plaqués or. Le Kodesh HaKodashim, les murs, le plafond et le sol étaient plaqués or. Pourquoi c'est tellement important, le Midrash? C'est beau. Maintenant réfléchissons une seconde. Vous savez qu'un Kohen, quand il rentre au Beth Amikdash, on lui met un Waze au millimètre près. C'est-à-dire que quand il doit monter sur la pente du Misbéach, on lui dit tu montes à droite, tu vas pas du côté gauche, tu vas à droite. Pourquoi? Parce que si tu commences à gauche et que tu dois arriver à droite, tu vas marcher un peu plus que ce que tu as le droit de marcher.
Tu n'as pas le droit, Béar et Kanit, tu n'as pas le droit de venir pour rien. C'est-à-dire que le gars, il rentre en automate. Il rentre, il fait ce qu'il fait, il sort. Et il est à fond dans sa avoda. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, Kodesh HaKodashim, le jour le plus kadosh, la personne le plus kadosh, l'endroit le plus kadosh, le moment le plus kadosh. Donc il sait à la seconde près. S'il dévie une seconde, il meurt sur place. Donc il a vraiment un calcul en termes de secondes, combien de temps il va rester au Kodesh HaKodashim et à quoi il doit penser. On va lui mettre tout un contexte en or. Il fait cas, c'est quelque chose qui va l'intéresser, bien sûr. Mais il n'y a personne qui le regarde, il est tout seul, bien sûr. Même à ce niveau-là, on est impacté de la Chitzoniyut. Au plus haut niveau de Gdusha, on est impacté de la Chitzoniyut. L'image qu'on va voir, c'est ça qui va nous marquer. Nous dit le Chinour, c'est pour ça qu'un Kohen avec un défaut, il n'est pas soul. Pourquoi il n'est pas soul? Parce que quand nous, on va aller au Beth Amikdash, on doit avoir quelque chose de parfait. Et si c'est pas parfait, alors c'est à refaire. C'est pas bon. Pourquoi est-ce que je ramène ça? Quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune, alors quand on était à l'Eshiva, une fois, on est parti avec plusieurs Bachurim, on allait plusieurs fois comme ça, taper dans les maisons à Tel Aviv. Qui veut parler de Torah? Top. Une fois, on toque. Il y a un gars qui ouvre la porte comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, il y a d'autres. Ah, Bekef. 2 secondes, je m'habille. Ferme la porte. Après 2 minutes, il ouvre en caleçon. Man, c'est la guide. Il a oublié ces trucs là. Quand on fait des mitzvot, il y a le fond et la forme. Est-ce qu'on se respecte quand on fait des mitzvot? Est-ce qu'on le fait d'une manière où on respecte les mitzvot? Quand tu viens à la tfila, tu viens en maillot de bain? Tu viens en tongs? Est-ce que tu respectes ta tfila ou pas? Tu as oublié de faire arvit. C'est pas arrivé. 2h du matin, tu te lèves. Tu fais arvit en pyjama? Mon père m'a dit que le Rav Freikin, quand il se levait au milieu de la nuit et qu'il devait faire à Shariatzar, il mettait sur son pyjama son chapeau et sa veste. Son chapeau et sa veste. 3h du matin, tu es sorti des toilettes. Zénian Shel Kavod. Le Kavod, la forme qu'on va donner, c'est plus important que le fond. Les problèmes de couple que les gens rencontrent, c'est pas dans l'amour, c'est dans le Kavod, c'est dans le respect. Le respect qu'on donne à une chose, c'est ça qui impacte. Quand tu fais une mitzvah, quand tu es parti, tu as dit, tu sais quoi, aujourd'hui je vais étudier 1 heure. Ton téléphone, il est où? Excuse-moi. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu respectes ce moment? Tu te respectes à ce moment? La forme, elle est tellement importante que le Yehudi Akadosh Mipshisra ne peut pas être Kohen. Parce que la forme, elle est tellement importante. Et il y a tellement de halachot sur le respect qu'on doit aux mitzvot. Comment est-ce qu'on fait la tfila? Comment est-ce qu'on fait les brachot? Devant quoi on fait pas? Quand je fais un mariage, c'est bayot ilchatiot. Parce que les femmes, elles arrivent habillées n'importe comment. Quand elles sont habillées, je parle. Zebaya ilchatit. Mais c'est un manque de respect envers la mitzvah. Est-ce qu'on sait respecter le mitzvot qu'on fait? C'est pas simplement les faire. C'est comment les faire. C'est donner du poids, c'est donner de l'importance aux mitzvot. On va avoir de la kat nerot et Rev Shabbat. On l'allume à la dernière seconde en train de gueuler sur tous les gosses, fais ci, fais ça, fais des trucs, ou alors on est calme, ça y est, on a tous préparé. C'est un lien de respect. Tu viens à la tfila à 7h05 ou à 7h-5? C'est à 7h que ça commence. Tu respectes ou tu respectes pas? Un nekuda, cette nekuda-là, c'est, si on veut l'imager, c'est comme j'ai dit. Le Yehudi Akadosh Mipshisra ne pouvait même pas être Kohen Ediot, ben, ça l'a fait à tous.